Ouais, plus tant que ça, moi je commence à être vieux, ça y est, hein. Bon, ça va Stéphane? Ça va et toi? Oui, très content de t'avoir, mon petit Stéphane. Je dis mon petit Stéphane, c'est affectif parce qu'on se connaît. Exactement. Et je suis très content de t'avoir et je sais qu'on va s'amuser pendant ce podcast parce que tu aimes bien rire et moi aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais avant ça, la question classique que je pose à tous les invités, que tu connais pas évidemment, hein, que t'as pas préparé, n'est-ce pas? Exactement. Allez Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie, en commençant évidemment par Il était une fois, et en restant à la troisième personne du singulier, Stéphane, sans tricher. Euh, il était une fois un petit homme né en 92. Ça tombe bien, c'est l'année où Disneyland a été créé de mémoire. Putain, j'ai l'âge de Disneyland Paris. Euh, quoi dire de plus? C'est perturbant cette question directe pour démarrer quand même. Euh, non, il était une fois, bah du coup, Stéphane, 33 ans, passé par plein d'aspects et plein de choses dans sa vie. Euh, l'école, pas toujours très très cool parfois, des amitiés très sympathiques et d'autres beaucoup moins, beaucoup de sport. Ça, le sport, c'est quelque chose qui a drivé sa vie. Euh, pas mal de handball, compétition, euh, à haut niveau pour l'époque. Euh, championnat de France pendant 2 ans, je crois. De 16 à 18 ans, j'ai fait les championnats. Enfin, il a fait les championnats de France, ce qui est plutôt cool, je trouve. Ensuite, tout ce qui est période de lycée, plutôt classique. Bac ES, économie et sociale. Je savais pas, il savait pas dans quoi aller, donc il s'est dit, il va faire un truc général, au moins comme ça permet de bifurquer sur plusieurs options. Euh, ensuite, fac de droit, un enfer. Ça a été un des pires moments de sa vie, parce qu'il n'a pas du tout aimé. La fac, c'est pas du tout son truc. Euh, après, boucher, aussi étonnant que cela puisse paraître. Pour un petit gars qui était pas manuel, arriver en tant que boucher, c'était pas forcément chose facile et chose gagnée d'avance. Euh, gravit les échelons petit à petit. Euh, il commence d'abord au libre service, puis après il est formé à la vente, responsable d'ouverture, boucher, responsable adjoint. Et d'un coup, il en a marre. Il se dit ah, j'ai envie de découvrir autre chose. Donc il quitte la boucherie. Il va vendre des montres et des sacs à main. Le virage à 360 degrés. Compliqué en plus à ce moment-là, parce qu'il est propriétaire, donc il perd pas loin de 1600, 1800 euros sur son salaire tous les mois. Donc autant dire que le choix est difficile à cette époque. Quand tu passes de pratiquement 3000 à 1200 euros par mois avec un appartement qui te coûte 1000 euros par mois, bah, tu fais des choix. Euh, euh, après, intérim il retourne en boucherie, intérim, il décide de quitter la région parisienne, il part en Haute-Savoie, une région qu'il adore, dans laquelle il aimerait bien retourner vivre très très rapidement, parce que c'est une région de ouf là-bas. Les montagnes, la neige, le froid. Il préfère ça aux températures chaudes du sud de la France. Et puis après, en juillet 2023, il décide de se lancer dans le coaching à 100%. Donc, école, formation, et puis après, ouverture d'entreprise et tout ce qui va avec. Pourquoi le coaching? Euh, j'avais envie d'un métier plus humain. Plus humain, j'avais envie d'apporter une pierre à l'édifice en fait. Euh, j'avais déjà envie de me lancer dans le coaching en 2020. Mais suite à une première rupture au tendon d'Achille, j'ai dit première parce qu'il y en a eu deux. Heureusement qu'on en a que deux des tendons, sinon ce serait problématique. En 2020, je voulais déjà faire du coaching et suite à cette rupture, je n'ai pas pu le faire. Et j'ai profité d'avoir vendu mon appartement et d'avoir eu de l'argent de côté pour faire cette école, l'école de coaching. Et pourquoi ouais, vraiment un métier, je voulais un métier humain. J'en avais marre d'être pressé comme un citron dans, dans le métier que je faisais, en boucher, après plutôt charcutier. Et je me suis dit, j'ai quelque chose à faire, j'ai traversé des épreuves, j'ai eu des moments difficiles et des moments plus faciles.
toute façon, la vie est équilibrée, hein. Tu as des moments difficiles, tu as des moments faciles, tu as des moments cool, des moments moins cool. Et je me suis, ouais, c'était vraiment ce questionnement, qu'est-ce que moi j'ai vécu, que j'ai réussi à transformer, qui va pouvoir aider d'autres personnes. C'est vraiment le raisonnement que j'ai eu, et c'est comme ça en fait que je me suis lancé dans le coaching. Quelle pierre à l'édifice tu veux apporter, toi? Euh, Voir que tout est possible en fait, que tu peux tout transformer. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, j'ai vécu des ruptures, j'ai vécu des trahisons, et en fait, ça a été les plus belles épreuves que j'ai vécues. Parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé à passer à autre chose. Euh, Voir que un petit gars ordinaire comme moi peut aider des gens à accomplir des choses extraordinaires. Tu vois, c'est un peu, j'aime bien me définir comme ça. Un petit gars ordinaire qui aide des personnes à faire des choses extraordinaires. Moi, je trouve ça. Tu vois, quand je te dis j'ai des frissons, je trouve que c'est un truc qui me correspond bien. En fait, c'est cette pierre-là que j'ai envie d'apporter. Et pourquoi tu dis que tu es un petit gars ordinaire? Tu n'es pas extraordinaire? Je suis d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de super pouvoir. C'est dans ce sens-là, tu vois, je suis humain, j'ai deux bras, deux jambes comme tout le monde, je me lève le matin, je me couche le soir, et je fais rien de. Dans le sens, j'ai pas de super pouvoir ou de prédisposition surnaturelle à faire quelque chose. Pour ça, je dis, je suis un petit gars ordinaire, mais ordinaire dans le sens, je suis comme tout le monde. Si tu avais un super pouvoir, tu aurais aimé avoir quoi? Oh, il y en a plusieurs. Voyager dans le temps, ça, j'aurais adoré. Tu serais allé où? Dans le passé, pas le futur. Le futur, ça m'intéresse pas. Voir ce qui se passe dans le futur, c'est prédéfini. Après, tu fais tes actions en fonction de ce qui se passe dans le futur pour espérer. Non. Non, dans le passé, ouais, je serais allé visiter plein d'époques. Euh, Déjà, je serais allé visiter l'époque de. Je serais allé de Mandela. Voir comment il. Ah, mais vraiment, j'aurais fait Mandela, j'aurais fait la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale? J'aurais. Parce que tu aurais été quand C'est même un. dans le pétrin, quoi. Seconde Guerre mondiale parce que c'est une période qui me fascine. J'adore. Je sais pas pourquoi j'adore cette période-là. Voir comment un mec, on va prononcer le nom, comme Hitler, a réussi à arriver au pouvoir par la propagande, par tout ça. Et en fait, j'aurais aimé voir comment il a réussi ça, bien que je cautionne pas ce qu'il a fait, mais comprendre la manière dont il s'y est pris, en fait. C'est vraiment quelque chose. Et tu vois, souvent on me pose la question, qui t'aurait, si tu as des personnalités mortes ou vivantes, avec qui t'aurais aimé dîner à table? Je dis Mandela, Hitler et Gandhi. C'est les trois. C'est les opposés, c'est bien. Mais complètement, et en fait, tu vois, comprendre comment chacun argumente et les débats d'idées qu'il peut y avoir entre les trois. Parce qu'il y en a deux qui sont plutôt pour la paix, un qui était pour la destruction et la guerre totale. Et l'opposition des trois me dit que ça peut donner vraiment un débat très très intéressant. Donc, Mandela, Seconde Guerre mondiale, j'aurais bien aimé faire l'époque de la royauté aussi. Ok. Un peu Versailles, Louis XIV. Euh, et après, vraiment, par pure curiosité, tout ce qui est préhistoire. Les dinosaures, voir comment ça se déroule à cette époque-là. Donc ça, c'est le premier super pouvoir. Le deuxième, ça aurait été pouvoir voler Mhm. dans les airs. Quelle liberté. T'as personne pour t'enquiquiner. Franchement, c'est top. Euh, Téléportation aussi. D'arriver à un point A, à un point B sans être dans les bouffons. Idéal pour les vacances ou pour voyager. Moi qui aime beaucoup les voyages, je me dis, moi, comme ça, je peux faire tous les pays du monde sans prendre l'avion, sans temps de trajet. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et si j'avais dû en dire un dernier, mais celui-ci, il est un peu plus. Ça aurait été lire dans les pensées des gens. Ça, Mais c'est pas mal. c'est pas mal, mais bon, c'est à double tranchant. Si la personne t'aime pas et que toi tu l'apprécies, bah du coup tu te dis, ah bah, c'est un peu décevant. Mais non, tu vois, si j'avais dû choisir quel super pouvoir, tu vois, ça aurait été ça. C'est, tu parles beaucoup de, enfin beaucoup, non, c'est parce que je te connais aussi, c'est pour ça que je dis ça, mais en tout cas, tu as avancé l'aspect trahison, Ouais. ou j'ai plus l'autre nom, comment tu l'as appelé. En tout cas, on sent que par rapport à des relations amicales ou autres, il y a pu avoir des choses qui t'ont déçu. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces relations qui font du mal, justement, ou qui peuvent faire du bien en fonction de comment on voit la perspective? Euh, Ça dépend le type de relation et l'attachement qu'on a aux autres. Euh, je vais faire les deux relations. Je vais faire les relations amicales et les relations amoureuses. Dans les relations amicales, euh, c'est douloureux,
parce que souvent les amis, bah, c'est des personnes en général avec qui on est proche, avec qui on se confie, avec qui on partage beaucoup de choses, peut-être même encore plus que dans une relation amoureuse. Euh, et c'est vrai que quand on est trahi par des amis, je trouve que ça fait mal parce que c'est, j'allais dire, une part de nous pas qui s'en va, mais qui est vraiment déçue en fait. Euh, Tu vois, si je reprends l'exemple que je donne quand j'ai 26 ou 27 ans et quand je suis avec mon ex-compagne à ce moment-là, on fait une soirée, elle ne veut pas venir parce qu'elle a l'intuition que ça va mal se passer et j'y vais tout seul. Et que j'apprends plus tard qu'en fait ces potes-là voulaient la faire pleurer pour X raisons. Déjà de un parce qu'ils ne l'aimaient pas et de deux parce qu'elle avait un physique qui ne leur convenait pas et qu'elle buvait pas d'alcool. Moi je t'avoue que quand j'ai appris ça, je me suis dit waouh, quelle violence. Vouloir faire pleurer quelqu'un juste parce qu'elle rentre pas dans tes critères de beauté ou parce qu'elle a pas la même dynamique que toi au niveau de l'alcool, je me dis waouh, c'est compliqué. Comment tu l'as appris? On fêtait l'anniversaire d'une personne et c'est la personne dont on fêtait l'anniversaire qui me l'a dit. Le lendemain, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit quand est-ce que tu es disponible? Il faut que je te parle, à toi et à ton ex, qui était ma compagne à l'époque, bien évidemment. Et je lui dis bah écoute, pas de souci, on se fait une bouffe la semaine prochaine, tu viens à l'appartement. Et c'est là où elle m'a dit ça. Et quand elle m'a dit ça, moi, ça a été terminé. Blacklisté du jour au lendemain. Plus de nouvelles, plus rien. On m'a dit, ah, peut-être que tu aurais dû donner des nouvelles, mais en fait, je me dis, c'est aurait été une perte de temps, une perte d'énergie, d'argumenter. Donc, j'ai décidé de couper. J'avoue que ça a été compliqué parce que c'était des personnes avec qui je m'entendais très bien. Je sortais à la base avec eux pendant une période entre 4 et 6 fois par semaine. Donc, tu vois, c'était vraiment des gens avec qui j'étais très très proche, avec qui je faisais pas mal de soirées. Mais quand tu viens toucher à mes valeurs, à une personne que j'aime profondément dans les relations amoureuses, bon, c'est terminé. C'est quoi tes valeurs? Euh, L'authenticité, la vérité, la gentillesse aussi, hyper important, la bienveillance. Et quand ça c'est plus, quand ça c'est pas respecté, c'est compliqué pour moi. Là, et il y a difficilement un retour en arrière. Ils ont essayé de revenir vers moi plusieurs fois, Hmm. j'ai jamais répondu au message, tu vois, par exemple. T'as jamais ouvert la discussion? Si j'ai ouvert, mais j'ai pas répondu. Ouais, donc t'as pas ouvert. J'ai bugué quand tu m'as dit ça. Enfin, j'ai ouvert les messages, je les ai Ah vus, oui, oui, t'as ouvert le message. mais j'ai pas répondu j'ai pas relancé, Pardon, quoi. tu m'as fait bugger. Il a ouvert, mais il a pas répondu. Du coup, c'est quoi? Comment tu sais que tes valeurs sont bafouées dans tes relations? Je le sens corporellement. Tu vois, je sens qu'il y a de la tension qui se joue en moi. Et en général, quand j'ai de la tension, c'est dans le bas du dos. Je sais que quand il y a quelque chose qui se passe dans le bas du dos, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas clean. Euh, et là, quand elle m'a dit ça, cette personne-là, je me suis tout de suite tendu et j'ai senti dans le bas du dos, mon bas du dos se raidir assez fortement. Et, et puis, donc ça, c'était bafoué. C'est surtout l'aspect bienveillance et gentillesse. Que, que t'aimes pas une personne, je l'entends. On n'aime pas tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est ok. Mais vouloir faire pleurer quelqu'un juste parce qu'elle correspond pas à tes critères de beauté ou parce qu'elle est pas dans le même délire que toi, ça c'est un truc que je comprends pas. Tu vois, je savais que de base il l'aimait pas, il me l'avait dit, je dis bah ok, vous l'aimez pas, bah c'est comme ça, moi je suis avec elle et je suis heureux. Vous pourrez pas m'empêcher d'être avec elle. Par contre, je vous demande juste de respecter et de la respecter. C'est ce que j'avais dit avant. Et en fait, tu vois, cette demande n'a pas été respectée de leur part. Et c'est comme ça que j'ai arrêté en fait. Cette relation amicale avec plusieurs personnes. Hmm. Et ça t'arrive souvent d'avoir cette douleur en bas du dos? Euh, Maintenant, moins, parce que je suis plus aligné avec les choix que je fais, avec ce que je dis et ce que je pense. Mais à une époque, ouais, ça m'arrivait souvent. Parce que j'allais contre ce qui était important pour moi. Je faisais un peu comme ce que voulaient les autres, ou ce que je pensais qui était mieux par rapport à ce que les autres me disaient. Je pensais que les autres connaissaient mieux ma vie que moi, donc je suivais plus souvent ce que disaient les autres que mes propres envies. Et ça a duré combien de temps cette phase? Ouh, ça a duré longtemps. Ça a duré.
Je dirais pas loin de 30 ans. J'en ai 33, donc Ah oui. ouais. Pendant 30 ans, tu t'es laissé guider ou ouais, en tout cas, tu t'es mis en retrait par rapport aux autres et tu te laissais influencer. Ouais, ouais, sur pas mal d'aspects. Euh, Ça pouvait être sur l'aspect pro, refuser une promotion, déjà parce que j'avais pas confiance en moi à ce moment-là et je me sentais pas légitime, mais parce que j'avais un responsable qui, je pensais, parlait pour mon bien à cette époque-là, et en fait, il voulait juste me garder dans la boutique dans laquelle j'étais, parce que je faisais du bon travail, et en fait, il perdait un bon élément. À ce moment-là, donc je me suis aussi laissé influencer par ça, je me suis laissé influencer par des potes, euh, dans certaines relations, en me disant, ah, mais cette fille-là, elle est pas pour toi, laisse tomber, et tu vois, j'y allais pas forcément, déjà que j'étais quelqu'un. Alors, je dis pas timide parce que on est timide selon les contextes, donc je jouais la timidité, tu vois, à cette époque-là, pour pas y aller, et ça me confortait dans mon truc de, ah, je suis pas bon avec les nanas. Euh, donc, ouais, il y a plein de moments où je me suis fait influencer, et le moment déclic, ça a été en janvier 2022, où, ce jour-là, je suis en intérim dans un magasin où je suis vendeur en boucherie. La matinée se passe très mal, je sais plus exactement, je crois que je me prends la tête avec le responsable. Pour quelle raison il a dû me faire une réflexion, parce qu'il estimait les intérimaires un peu comme de la merde, pardon pour le terme, mais c'était un peu ça. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis pas ton pote. Si t'es pas content, je prends mes couteaux, je m'en vais. De toute façon, demain j'ai un autre travail. Ce qui est la vérité en tant qu'intérim en boucherie, surtout en région parisienne. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah, j'en ai marre de cette vie-là, faut que ça change. Et j'ai pris à ce moment-là la décision de vendre mon appartement que j'avais et d'aller vivre en Haute-Savoie. Et je crois que c'est à ce moment-là j'ai eu le déclic de, bah, personne ne décide pour moi en fait. Ça a été vraiment le déclic que j'ai eu. Comment t'as fait pour oser tout quitter? Vraiment cette envie de changement et de suivre ma vie. Et de me dire, voilà, la vie est courte, j'en ai qu'une seule. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais en fait. Euh, et de me dire, de toute façon, je sais que la vie est faite sur mesure pour moi. Donc il m'arrivera que des belles choses derrière, même si après il y a des épreuves qui vont être difficiles, il m'arrivera que des belles choses. Et c'était vraiment cette volonté de casser ce que j'avais vécu euh, depuis une trentaine d'années et de me dire, voilà, maintenant je prends mon pouvoir et je fais des choix qui me correspondent. C'est vraiment ça, faire des choix qui me correspondent. Et cette notion de choix est intéressante parce que j'ai fait un week-end avec d'autres étudiants de mon école la semaine dernière, le premier week-end d'octobre. Et le thème, c'était les choix. Et Et juste quand tu dis un week-end, c'est quoi? Ta promotion, vous allez, vous prenez un week-end quelque part et vous êtes ensemble? ouais, c'est ça, par rapport à l'école de coaching, on était 80 étudiants, donc ce qui est quand même un beau week-end avec beaucoup de personnes. Oui. C'était génial, franchement, j'ai adoré. Une belle énergie, des belles synergies, belles envies d'avancer sur plein de choses. Et le thème, c'était les choix. Et je me dis, malgré le fait que j'ai fait ce choix-là à 30 ans, je me dis, il y a encore des moments où je suis pas complètement aligné, donc c'est intéressant de retravailler et de voir les choix que tu as réellement envie de faire, en fait. Tu veux nous parler de choix avec lesquels t'es pas encore aligné? Oui, on peut. Les choix avec lesquels je suis pas encore aligné. Euh, je pense que dans ce que j'ai envie de faire dans 10 ans, je suis pas complètement aligné. Je sais pas Ok. trop. Tu veux faire quoi dans 10 ans? Ah, je me vois dans plein d'endroits en même temps, donc c'est compliqué. Je me vois, bah, tu sais que j'ai ce projet de camion aménagé. Donc, tu vois, je me vois être dans ce camion et continuer à faire le tour de l'Europe, voyager, être un coach nomade. Ça, c'est une idée qui me plairait bien. Et en même temps, je me vois aussi poser dans une maison, dans un chalet en montagne avec une compagne euh, et peut-être des enfants. Moi qui voulais pas d'enfants, bah, tu vois, comme quoi je change d'avis aussi sur ce sujet-là. Euh, je me vois faire le tour du monde. Tu vois, prendre un billet d'avion. Je sais qu'il y a des billets d'avion illimités qui existent. Bah, pourquoi pas avoir un billet d'avion et faire le tour du monde aussi. Enfin, tu vois, je me vois dans plein d'endroits en même temps. Ce qui est sûr, c'est que dans tout ce que je viens de dire, il y a une notion qui revient souvent, c'est la notion de voyage et de découverte. Et ça, c'est vraiment important pour moi, ce côté émerveillement.
En fait, c'est être dans un corps d'adulte, mais rester émerveillé comme un enfant. T'es Peter Pan, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bon, sans la poudre et sans la poudre et volée, mais mais c'est un peu ça. Mais, ouais, je retrouve en toi beaucoup l'aspect voyage, rêveur aussi, un peu dans le bon sens du terme, hein. Ouais. Et liberté aussi. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque quand tu parles de tout ça. Qu'est-ce qui t'émerveille aujourd'hui dans ta vie? Première réponse qui m'est venue, c'est l'humain. L'humain est surprenant et l'humain est ouais, surprenant, c'est vraiment le bon terme. Je suis émerveillé tous les jours de voir certains comportements, qui soient dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Encore, il n'y a pas de positif et négatif, mais de voir à quel point il peut y avoir des personnes d'une extrême gentillesse et d'une extrême bienveillance, et à quel point il peut y avoir des personnes d'une extrême méchanceté et cruauté. Et, euh, et en ça, ça m'émerveille, parce que j'ai envie de découvrir pourquoi il peut y avoir des personnes aussi gentilles et des personnes aussi méchantes, bien que ce soit pas aussi binaire que ça, bien évidemment, mais ouais, je suis émerveillé de l'humain. La nature aussi m'émerveille beaucoup. Euh, Voir à quel point elle peut reprendre ses droits par endroits si on la laisse tranquille. Euh, Cet équilibre qui se fait entre la nature qui est détruite et la nature qui se reconstruit à d'autres endroits. Je trouve les cycles vraiment, vraiment intéressants là-dessus. Les saisons, enfin tu vois, tout ce qui a trait à ça, je suis toujours émerveillé de voir les feuilles tomber des arbres, parce que les paysages changent, quand il y a de la neige, ou quand il fait extrêmement beau. C'est pas la même chose et j'aime m'émerveiller des petits plaisirs simples. Tu vois, moi par exemple qui habite au bord de la mer maintenant, aller voir un lever de soleil, à chaque fois que je le vois, je suis toujours émerveillé de voir le soleil aussi rouge le matin. Et c'est et tu vois, je me dis j'ai de la chance de voir, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là de voir ce que je vois. On on se rend pas compte, je pense, de cette opportunité qu'on a de pouvoir marcher, voir, entendre, euh, manger, qui sont en fait des plaisirs simples, mais on se dit, comme on les a toujours eus, bah, parfois on se dit ah c'est logique alors qu'en fait bah, il y a plein de personnes qui ont pas tout ce qu'on a. Quel serait le choix le plus fou que tu pourrais prendre dans les 6 jours à venir? Faire un crédit à la banque et acheter ce camion aménagé. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Euh, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est une bonne question ça. Euh, Certainement le manque de revenus actuels pour pouvoir emprunter à la banque, parce que je pourrais pas rembourser le crédit. Et ça, et comme j'aime les règles me font chier, et en même temps j'aime être dans les règles. Hein, c'est-à-dire que certaines règles de bien-pensance m'embêtent, mais les règles régies par la société, celles-ci, je trouve que c'est important de les respecter. Et si je peux pas respecter le remboursement de mon crédit, ça c'est un truc qui vient toucher mes valeurs. Donc ce serait ne pas rembourser le crédit, ce serait l'obstacle qui fait que je peux pas acheter pour l'instant ce camion. Le, Qu'est-ce que tu ressens si dans 6 mois tu fais le tour de France, mais où tu veux, avec ton camion et que tu coaches de manière nomade, comme tu nous as dit? Oh. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens? Sentiment de plénitude et de Et- légèreté absolue. Ah franchement ouais. C'est-à-dire, j'arrive dans des endroits, je coach. Quitte à ce que sur le camion, ce soit marqué coach nomade, les gens Hmm. arrivent et sont coachés. Tu vois, même j'offre le coaching, je m'en fous. J'aime tellement ça que je suis prêt à l'offrir. C'est pas, ça me motive tellement le matin, je suis tellement heureux de ça que c'est quelque chose que je pourrais faire gratuitement. Euh, je me sentirais tellement bien. Et après, partager ces expériences, tu vois, soit sur LinkedIn, soit sur, je réfléchis de plus en plus à alimenter mon compte Instagram, donc ça pourrait être intéressant de partager ces expériences. Mais tu vois, les deux sentiments qui viennent, c'est vraiment plénitude et légèreté. Hmm. Ce serait extraordinaire. Oui, oh oui, clairement. Je me serais jamais imaginé ça il y a quelques années. Hmm. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux faire pour les autres. Exactement, complètement. Tu vois, si je disais ça au Stéphane de 15 ans, il se dira, ah, c'est pas possible. J'y crois Ah pas. ouais. Ouais. Et le Stéphane de 40 ans, il dirait quoi là? Il dirait, t'en as chié, mais t'as réussi. Il dirait, ça a été dur. T'as eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question,
beaucoup de questionnements. Euh, T'as beaucoup bossé, bah regarde où t'en es, t'as réussi. Regarde l'accomplissement. C'est bien, 40 ans, t'as fait pratiquement la moitié de ta vie. À quoi tu veux dédier l'autre moitié finalement? Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui n'osent plus rêver? Euh, Qu'est-ce qui vous empêche de rêver? C'est pareil, tu vois, c'est quoi le frein qui vous empêche de rêver? Euh, et s'il y avait ne serait-ce qu'un petit rêve, un tout petit truc enfoui dans votre esprit, c'est quoi? Et ça n'a pas besoin d'être gros, hein. Ça peut être juste euh, aller voir un lever de soleil ou un coucher de soleil, ça peut être, je sais pas, donner une bonne éducation à vos enfants, ça peut être énormément d'aspects. Donc c'est quoi ce petit rêve enfoui en vous qui vous permettrait de vous sentir ne serait-ce qu'un peu plus vivant finalement, un peu plus vous-même? Hmm. C'est quoi tes, c'est quoi ta plus grande peur? Il y en a, il y en a quelques-unes. Je me faisais la réflexion la semaine dernière, en me disant c'est quoi ma plus grande peur? Il y a un truc dont j'ai pas peur, c'est sûr, c'est j'ai pas peur de la mort. Aussi bizarre. Ouais, ouais, c'est un truc avec lequel je suis très à l'aise. Non mais, Tu es très à l'aise de mourir, quoi. non, mais parce qu'en fait, il y a deux aspects sur lesquels l'humain est, enfin, tous les êtres humains, on est égaux. On est tous et on meurt tous. À partir de là, tu vois, je me dis, bah, mourir fait partie du cycle et du chemin. Donc la mort me fait pas peur. Attention, je dis pas que je vais mourir demain, hein. Loin de là, mais je sais que ça fait partie du chemin et la mort est un truc qui me fait pas peur. En fait, je suis à l'aise avec ça. Je me dis, bah, et je suis à l'aise avec ça parce que j'ai un côté un peu spirituel où je me dis, je crois à la réincarnation. Tu vois, je me dis, l'âme dans laquelle je suis maintenant, j'ai eu plusieurs vies avant et j'aurai plusieurs vies après. Donc je me dis, bah, si j'accomplis pas tout ce que je veux dans cette vie-là, ce sera dans une autre. Ça devient Et d'où, ça, juste, pardon? Cette croyance? par rapport à moi, des schémas que j'ai travaillés, et je me dis, il y a des schémas qui peuvent venir d'autres vies, c'est pas possible autrement. Comme quoi? Euh, c'est une bonne question et j'ai pas d'exemple, mais je dirais. Là, attends. Ce besoin d'alliance, pas d'alliance, mais dans le sens où euh, quand je suis dans une relation, dans les débuts de la relation, je me jette à corps perdu dedans. Dans une relation amoureuse, je parle. Hmm. Je me jette un peu à corps perdu dedans pour pas avoir ce sentiment d'abandon. Et en fait, tu vois, en travaillant, ça vient pas de mon enfance, ça vient pas de moi, donc je me suis dit, ça doit venir peut-être d'une vie antérieure où j'ai tout donné pour quelqu'un, j'ai fait un vœu peut-être d'alliance, de mariage, tu sais, un vœu de fidélité. Et c'est comme si en fait je reproduisais ce schéma dans la vie que j'ai actuellement. Ah ouais, Donc en fait, je me jette à corps perdu pour être aimé, pour pas être abandonné, pour pas casser ce vœu de fidélité que j'avais fait à peut-être quelqu'un dans une autre vie. Et en fait, ça me vient de là. Et après, c'est le premier exemple. Je pense que si je cherchais un petit peu plus, il y en aurait d'autres. Mais ça me vient de là, en fait. ah, c'est beau et triste à la fois, ce que tu dis. Ouais, bah, et en fait, la vie, moi, je pars de ce principe-là, c'est que la vie nous renvoie les schémas tant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Ok. C'est-à-dire que tant qu'on répète le même schéma, la vie nous enverra les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on ait le déclic, qu'on comprenne le choix qu'on veut faire à ce moment-là. Et alors, tes plus grandes peurs, pardon. On est parti sur autre chose. Ouais, ouais, tout à fait. Ma plus grande peur, je pense que ce serait la peur de décevoir. La plus grande peur que j'ai. Parce que tu vois, l'abandon, l'abandon beaucoup moins, parce que j'aime beaucoup la solitude. Mais la solitude choisie, pas la solitude subie. Euh, mais là, ouais, je dirais que la plus grande peur que j'ai serait la peur de décevoir. Me décevoir moi ou décevoir les autres. Et comment tu pourrais te décevoir, toi? Euh, Parce que je me suis fixé quelque chose, un standard ou quelque chose que j'aimerais atteindre et j'ai pas réussi, par exemple. C'est quand, Ça, c'est quelque chose qui pourrait me décevoir. c'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé, ça? Euh, la dernière fois, je sais pas, je sais qu'il y a des moments où ça m'est arrivé. Euh,
Je prends l'exemple quand je faisais du hand en compétition. Je me fixais des standards assez élevés en termes de résultats, parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant avec moi-même. Et quand j'arrivais pas à faire ce que je voulais pendant le match, ou que je ratais le match, j'étais tellement déçu de moi-même. C'était de grosses déceptions, une grosse remise en question. Et les remises en question, ça pouvait être du style ouais, je suis pas fait pour ce sport, de toute façon, je suis nul, j'arrive pas à faire ce que je veux, c'est naze, pourquoi continuer et tu vois, ça me traversait l'esprit quelques minutes. Ouais, ça pouvait être un petit peu plus long quand même, ça pouvait être quelques heures ou alors quelques jours. Et puis finalement, je retourne à l'entraînement en me disant bah, allez, tu vas progresser. Et tu vois, c'est vraiment ouais, cette espèce de me décevoir moi-même et C'est, décevoir les autres, c'est compliqué pour moi. ça te vient du perfectionnisme? Euh, oui, ça venait de là. Bien que je travaille dessus maintenant, tu vois, je suis moins dans cet aspect du perfectionnisme qu'avant. Mais oui, ça me venait de là, vouloir que tout soit toujours tout parfait, alors que c'est impossible en fait. Vouloir que tout soit toujours tout parfait, ça présuppose que la perfection existe, alors que finalement la perfection, ça n'existe pas. C'est toujours perfectible. On peut toujours améliorer ce qu'on fait, on peut toujours faire mieux que ce qu'on fait. Et tu vois, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me drive maintenant. C'est ne pas être meilleur que les autres, parce que c'est pas intéressant. Ah, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est cette célèbre phrase d'Einstein, si un poisson rouge se compare à sa capacité à monter un arbre, il se trouvera toujours nul par rapport au singe. Bah, tu vois, c'est un peu le même principe. C'est être une meilleure version par rapport à ce que j'étais hier. Être une meilleure version de moi-même par rapport à ce que j'étais hier. Et une moins bonne version par rapport à ce que je serai demain. Bah, c'est plus ça qui me drive aujourd'hui plutôt que cette recherche de perfection et d'être meilleur que les autres. À une époque, je voulais être meilleur que les autres. Mais quand tu veux, je pars de ce principe-là, c'est que quand tu veux être meilleur que les autres, c'est que c'est souvent l'ego qui parle et qui se trouve inférieur aux autres. Inférieur aux autres sur des domaines qui sont peut-être pas importants pour nous. Donc, si je me compare par exemple à quelqu'un qui sait bricoler comme mon père est très bon bricoleur, il est dans tout ce qui est travaux manuels, franchement, il est très très fort. Mais si je me compare à lui à bricoler, je vais me trouver nul. Je me dirais, ah, je suis pas bon bricoleur, je sais rien faire de mes 10 doigts. C'est tout simplement parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ça me drive pas, ça me donne pas d'énergie. Tu vois. Mais peut-être que si quelqu'un d'autre se. Et tu vois, sur cette comparaison, je vais prendre un autre exemple. Il y a quelqu'un dans l'école de coaching qui se comparait à moi. Et une fois, cette personne-là me l'a dit. Je dis, mais pourquoi tu te compares à moi? Ça sert à rien, en fait. Elle me dit, mais parce que tu es un bon coach. Quand je vois la manière dont tu coaches, bah, c'est inspirant, machin. Je dis, ouais, mais parce que moi, déjà, j'ai fait le choix de ne pas travailler pour m'entraîner au coaching. Donc, quand tu t'entraînes 15 fois par semaine, bah, forcément, tu progresses plus vite que quelqu'un qui s'entraîne 2 ou 3 fois. Et je dis, mais moi, si je me compare à ta capacité à parler anglais, je vais me trouver nul. Toi, tu es bilingue, tu es mère de famille, tu as 3 enfants, tu as 60 ans. Enfin, je veux dire, tu as beaucoup plus de vécu que moi, qui en avait à l'époque que 31 ou 32. Donc, je dis, si je me compare à toi sur plein d'aspects, je vais me trouver nul, finalement. Donc, et c'est pas se comparer, c'est regarder ce que l'autre fait pour en tirer, pas le meilleur, mais prendre ce qui te plaît et l'adapter à ta sauce, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le fait de regarder ce que font les autres. C'est c'est quelque chose que la comparaison, le perfectionnisme, c'est des choses que tu vois souvent dans tes coachings? Oui, oui, tout le temps. Tout le temps. Mais beaucoup de personnes disent ah, je me sens nul par rapport à telle personne, ou j'aimerais que ça se soit parfait, ou très récemment, j'ai une personne qui est venue me dire je veux toujours tout faire parfaitement pour pas décevoir, par peur de plus être aimé. Il y a un beau combo là. Ouais, il y a un joli combo. Et ça, c'est des choses que j'entends souvent. Ou une personne ça date d'il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui est venu me voir et qui lui hésitait à changer de travail. Parce qu'en fait, il avait un très bon poste dans une entreprise de pneus. Il était responsable commercial Europe dans une entreprise qui fabrique des pneus. Et, euh, et en fait, il hésitait à changer de travail. Il disait ouais, mais si je change de travail,
je suis pas sûr de réussir parfaitement du premier coup mon lancement d'entreprise, ce que je veux faire. J'ai une famille, j'ai un fils, je peux pas faire n'importe quoi. Et, et en fait, c'est là où le coaching est magique, c'est que quand tu relis aux valeurs de la personne ce qui est important pour elle et comment elle peut inspirer les personnes qui sont importantes pour elle, bah, c'est là où en fait la personne elle trouve de l'énergie. Et elle avait décidé, après on a arrêté le suivi, en tout cas, sur la fin, elle avait décidé d'arrêter ce qu'elle faisait pour ouvrir c'était une rôtisserie au Maroc, je crois. Ah oui, Ouais. le truc, En fait, On dirait Camoulox, c'était le jeu de. et en fait, son concept était hyper intéressant. Il voulait faire il voulait ouvrir des rôtisseries au Maroc, mais avec du poulet. Et ils voulaient s'inspirer de McDo. Prendre le concept de McDo, mais le mettre à leur façon rôtisserie. J'ai trouvé le concept hyper intéressant. Ah, carrément, ça donne Et envie, en fait, tu me donnes faim. à cette heure-là, ouais, pourquoi pas. Un bon poulet. Il est même pas 10 heures, mais il n'y a pas d'heure pour manger. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Surtout un bon poulet avec des frites. Ouais. Et en fait, relié aux valeurs, ça a été bah, pourquoi cette entreprise que tu veux créer est importante pour toi, pourquoi ça te drive, qu'est-ce qui te donne de l'énergie là-dedans, et comment créer cette entreprise pourrait inspirer ton fils, en fait. Quel exemple tu lui donnes? Et en fait, ces deux questions-là ont complètement changé son état d'esprit. Et bien, bah, un esprit entreprenant, un esprit où si tu rates, de toute façon, tu rates jamais vraiment, t'apprends, d'oser, et en fait, il a trouvé plein de réponses qui lui ont donné de l'énergie. Et voir ce changement-là en lui, ça a été magique, en fait. Euh, Ce que ça m'évoque, c'est que dans le coaching, on est beaucoup tous un peu hein, sur l'aspect oser, passer à l'action, audace quoi. Et les personnes qu'on voit en face de nous, comme nous d'ailleurs, hein, tu vois, comme toi par rapport au camion, tu vois, quelque part, tu as envie, mais il y a encore un truc qui te retient, euh, ont du mal à percevoir ça, ont du mal à concevoir dans le sens où les peurs reviennent. Mm. L'incertitude, les peurs, l'argent, la famille, et c'est souvent un problème soit financier, soit familial. Euh, toi, c'est quoi ton approche pour... enfin, en tout cas, c'est quoi ton approche pour essayer de déverrouiller ça, si tant est qu'il faille le déverrouiller, j'ai du mal avec ce mot, bien sûr. Euh, Mon approche, c'est avant tout d'être dans l'écoute et comprendre ce qui bloque la personne. Pourquoi? C'est-à-dire que si elle n'ose pas passer à l'action ou si elle n'ose pas faire quelque chose, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il y a un frein euh, qui est souvent, oui, soit l'argent, soit la famille, soit la peur de perdre quelque chose. Euh, c'est comme si on était dissocié, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui veut pas perdre quelque chose qu'elle connaît et une part qui veut aller vers quelque chose mais qui est inconnu. Et comme l'inconnu fait peur, ben on se rattache à ce qu'on connaît, même si ça peut être inconfortable ou désagréable. Et en fait, c'est aller switcher et voir en quoi cette partie inconnue est vraiment importante pour la personne. Et, euh, et, et lui demander ce qu'elle perdrait dans le futur si elle n'allait pas vers ça, en fait. Hmm. Si elle n'allait pas, euh, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut, qu'est-ce que je pourrais trouver? On va prendre un cas comme moi, hein. Je vais parler de Ouais. moi. Qu'est-ce que tu perdrais dans le futur si tu n'allais pas vers ce van? Exactement. Bah, je perdrais de la découverte, je perdrais des rencontres, je perdrais de l'émerveillement, je perdrais de l'apprentissage, euh, je perdrais des connaissances. En tout point, les connaissances de euh, physique, enfin, quand je veux dire physique, de la rencontre physique avec les personnes, discuter. Je perdrais des connaissances sur des lieux historiques, sur des voyages, sur comment on se débrouille tout seul, je perdrais les connexions aussi, parce que voyager, c'est aussi connecter avec d'autres personnes, d'autres pays, d'autres cultures. Je perdrais ça. Euh, je perdrais cette notion de liberté qui est importante pour moi. Euh, Attention, je dis pas que je suis pas libre, hein. Je dis que c'est une forme de liberté qui me conviendrait mieux. Euh, Cette liberté de pouvoir bouger quand j'ai envie. Euh, C'est-à-dire que si je veux aller faire je prends mon camion, si je suis quelque part, je vais aller marcher, je vais marcher. Si je veux aller me baigner, je vais me baigner. Si je veux regarder un lever de soleil, je regarde un lever de soleil. C'est vraiment avoir un autre rythme de vie. Ça, je le perdrais.
Je perdrais le fait de pouvoir inspirer d'autres personnes qui veulent faire comme ça aussi, Mm. qui veulent faire un changement de vie, qui se disent ah j'ose pas, je sais pas. Bah mine de rien, mon parcours pourrait les inspirer et se dire ah bah tiens si lui il a réussi, pourquoi pas moi. Donc c'est vrai que si je ne fais pas ce camion-là, bah je perdrais tout ça. Donc effectivement c'est de l'inconnu et l'inconnu fait peur. Mais tu vois quand j'en parle, je me dis ah non faut vraiment que je le fasse. J'ai vraiment envie de le faire. Hein. Ah bah Et t'écouter, oui. ouais complètement. Tu vois j'ai cette image de ce camion en montagne, les pieds dans la neige, avec ma petite tisane. J'ai que 33 ans, mais j'aime la tisane, on ne me juge pas. Euh, ma petite tisane en train de regarder un lever de soleil en face de moi, tu vois, dans les montagnes. Ça, c'est vraiment l'image. Le jour où j'ai accompli ça, je me dis, waouh, j'ai réussi ma vie, C'était sans bien. hésiter. Ah, vraiment, voir ce lever de soleil en face de moi, ouais. Mm. Tu vois, ce cycle de. Parfois, on se prend la tête sur des. Je sais pas, j'allais pas dire sur des bêtises, parce que si ça nous prend la tête, c'est que c'est jamais vraiment des bêtises. Mais on se prend la tête peut-être pour des aspects qui ont pas d'importance, peu d'importance sur le moment, mais sur le long terme, au final, on verra que c'était qu'une broutille et que si une journée est difficile, bah, recommence. Il y a une nouvelle journée qui commence le lendemain, en fait. Comme le soleil, il y a des fois le soleil est caché, c'est peut-être difficile pour lui, mais le lendemain, bah, il réapparaît. Tu vois, cet aspect-là de me dire tous les jours, tu as une nouvelle chance, c'est plutôt cool, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, tu peux tenter quelque chose de nouveau, ou améliorer qui tu étais, ou tenter différemment, ou améliorer une relation, ou démarrer une conversation. Voilà, tous les jours, tu peux tenter quelque chose. Comme tous les jours, le soleil réapparaît, en fait, au final. Ça donne envie ton voyage, ton rêve, ton, ton futur toi, parce que je te le souhaite vraiment avec intensité et surtout prochainement, pas trop longtemps. Ouais, En plus, t'as l'âge du Christ, c'est le moment, quoi. ouais, en espérant qu'il m'arrive pas la même chose que lui avant mes 34 ans. Normalement, on est plus trop, c'est plus trop la période, ça devrait aller. J'espère, Quoique, hein, on parce sait que pas trop. oui, avec les temps qui courent, on sait pas ce qui peut se passer, mais ça m'embêterait fortement quand même. Là, comme je disais, la mort me fait pas peur, mais si ça peut arriver le plus tard possible, c'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le coaching? Bon, beaucoup de choses que j'aime bien. Euh, voir les yeux d'une personne qui se transforme, ou à la fin d'une séance, ou à la fin d'un accompagnement, voir les yeux d'une personne qui pétille et qui dit ça y est, ça j'ai compris tel truc. Ça j'ai compris, ça va changer ma perception, ça va changer la manière dont je le comprends, ça va changer l'amour que j'ai pour moi ou l'amour que j'ai pour telle personne qu'elle peut juger au départ. Euh, Ça, je crois que c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Voir la transformation dans les yeux de quelqu'un. Hmm. Quelqu'un avec pas trop d'énergie, pas trop d'envie, et qui repart avec plus d'envie, plus d'énergie et l'envie d'avancer et de se dire waouh, en fait, c'est possible que ça change. Parce que souvent, on peut être enfermé dans des schémas où se dire ah, moi, c'est toujours comme ça, j'ai jamais de chance, il m'arrive que des malheurs. Alors que il y a une part, ça peut être vrai, mais quand tu regardes l'ensemble, j'aime bien parler de vision du cube. C'est-à-dire qu'on voit qu'une face du cube et le coaching permet de voir les autres faces que la personne n'avait pas vues jusque-là. Et tu vois, quand je reprends mon cas où je vois que les trahisons amoureuses ou amicales que j'ai vécues m'ont permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, bah, je me dis heureusement que je les ai vécues, parce que sinon je serais pas là. Alors, effectivement, sur le moment, ça a été difficile, mais, euh, mais en soi, sur le long terme, c'est des enfin, c'est des belles épreuves, c'est des beaux moments de transformation. Ça t'a transformé? Oui, ah oui, clairement. Si à 19 ans, j'avais pas été trompé par une nana et que mes potes m'avaient pas lâché du jour au lendemain, euh, enfin, m'avaient pas lâché, m'avaient pas trahi pareil du jour au lendemain, tu vois, comme quand je disais, il y a des patterns qui se répètent. Tu vois, 19 ans, 26 ans, tu vois, et il y en a eu d'autres, mais et c'est pour ça que je dis, tant que t'as pas compris, la vie te renvoie des personnes qui te trahissent, ou des personnes qui te trompent, ou des personnes qui te blessent. Moi, tu vois, si à 19 ans, j'avais pas eu ces deux épreuves-là qui se sont enchaînées à 2-3 mois d'écart, je me serais pas fait accompagner par quelqu'un, j'aurais pas commencé à travailler sur moi, je me serais pas remis en question, j'aurais pas cherché à évoluer, et je serais pas là où j'en suis aujourd'hui.
Et j'enlève pas la douleur que j'ai vécue à ce moment-là, hein, ça a été compliqué. Ça a été des mois de profonde solitude. Et quand je dis que j'aime la solitude choisie et pas subie, celle-ci, elle était subie. J'étais entouré par ma famille, mes parents, mon frère, ma soeur, mais c'était pas la même chose, tu vois, je me sentais seul, j'avais plus de potes. Euh, la nana qui m'avait trompé, bah, j'étais amoureux d'elle depuis que j'avais 15 ans, donc autant dire qu'à 19 ans, il m'a fallu 4 ans. J'ai été patient. Ouais, quand j'y repense, t'as attendre 4 ans. C'est beau. Et, Ouais, c'est beau. le mec est déterminé. Mais non, tu vois, ça a été difficile. Je me suis retrouvé seul sans amis, sans copine à ce moment-là, où c'est l'époque où tout le monde sort, fait des soirées, tout le monde se met en couple, en tout cas tout le monde, une grande partie des gens. Et moi, ce qui n'était pas mon cas, donc c'est vrai que ça a été difficile à vivre. Mais j'aurais pas eu ça, je serais pas allé voir quelqu'un, j'aurais pas parlé de mes problèmes, j'aurais pas parlé de ce qui va pas, j'aurais pas cherché à me transformer, à évoluer. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, peut être transformée en fait. Dès 19 ans, tu as décidé de te faire accompagner. Ouais, ouais, dès 19 ans. C'est J'ai. Oui. c'est bien, c'est mature. Enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant d'aller creuser ça. Bah, j'ai décidé, en même temps, ça m'a été un petit peu imposé aussi, par ma mère. D'ailleurs, je peux lui dire merci à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'ai été. J'étais pas bien dans ma peau, et c'est vrai que j'étais très désagréable à la maison. Je faisais vivre, non, enfin, pas un enfer, mais en tout cas, j'étais quelqu'un de. Savoir qu'à l'époque, je parlais pas beaucoup. Je parle toujours peu, mais je m'exprime un peu plus, en tout cas. En tout cas, le coaching m'aide à mieux m'exprimer. Mais à l'époque, j'étais quelqu'un de très renfermé sur mes émotions, qui m'exprimait pas beaucoup. Euh, C'était difficile pour moi de parler parce que je pensais que dès que j'allais exprimer une part de vulnérabilité ou un sentiment, ça allait se retourner contre moi et qu'on allait s'en servir pour me faire du mal. Ce qui est couillon en fait, parce que exprimer sa vulnérabilité finalement c'est chouette. Ça prouve qu'on est humain et qu'on a des sentiments et des émotions. Mais à ce moment-là, ouais, j'ai choisi, ça m'était imposé par ma mère, elle m'a dit il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que là c'est plus possible. Et en fait, elle avait une amie qui est là-dedans et je suis allé voir son amie à elle, l'amie de ma mère. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc je suis allé la voir au début, je crois que ça a été pendant 3 ans, j'allais la voir pratiquement tous les 15 jours. Pendant 3 ans d'affilée. Après, ça a été plus par période quand je sentais que j'en avais besoin, tout en continuant moi à avancer de mon côté tout seul. Hmm. Merci maman alors. Ouais, clairement, merci maman, pour le coup. Et maman qui est toujours très présente dans tes choix? Beaucoup moins maintenant. Euh, bah, pour la petite anecdote, je suis retourné vivre chez mes parents suite à ma séparation avec mon ex-compagne quand j'étais en Haute-Savoie. Euh, donc, elle est présente dans ma vie, enfin mes parents sont présents dans ma vie parce que je vis avec eux tous les jours, mais beaucoup moins dans mes choix. Elle est là à me dire, ah tiens, réfléchis à ça, mais d'une autre manière que quand j'étais enfant peut-être. Hmm. Quand t'es enfant, c'est plus un peu plus directif, et encore, quand je repense à mon enfance, ils n'ont pas été tant directifs que ça. C'était plus peut-être à une certaine période de l'inquiétude de certains choix que je faisais, donc c'était une manière pour eux dans leur manière d'exprimer, de dire bah, on t'aime, on veut que tu fasses attention, mais on l'exprime peut-être pas comme il faut. C'est pas qu'ils l'expriment pas comme il faut, mais c'était la manière pour eux de l'exprimer en tout cas. Et maintenant beaucoup moins directif. C'est-à-dire elle me laisse beaucoup plus de liberté, mais en même temps j'ai 33 ans aussi, donc je suis en âge de faire mes choix. Après je me plante. C'est clair que si je veux conduire les yeux fermés, elle va pas me dire non. Elle va me dire bah fais-le, mais si t'as un accident de voiture, t'assumes. Ce qui serait logique, tu vois. Ce qui peut être un record du monde de conduire les yeux fermés aussi. On parlait d'un autre cours de monde avant de commencer, mais oui, ça peut être aussi. Parlons de choix, tiens, tu as fait le choix d'être coach et donc entrepreneur. Qu'est-ce que tu penses de ce choix? Euh, je pense que c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait. Effectivement, je vis pas encore du coaching. C'est toujours peu évident d'être entrepreneur et d'avoir cette casquette-là quand tu démarres. Mais c'est le meilleur choix que j'ai fait. Hmm. Le fait de travailler pour moi, de développer des compétences qui sont dans le, bah,
quand on est coach dans la création de contenu, dans le marketing, parce qu'en fait, on se, on séduit, en fait. On doit séduire quelqu'un. C'est comme le- l'entrepreneuriat, je vois, c'est un peu comme de la séduction, finalement. Comme quand on séduit un ou une partenaire. Euh, on doit séduire par qui on est, on doit séduire par notre histoire, on doit séduire par nos projets, peu importe qui, ça peut être des clients, des investisseurs, des collaborateurs. C'est un jeu de séduction. C'est comment moi je me développe et comment j'argumente tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai envie d'être, tout ce que j'ai envie de faire pour pouvoir séduire des personnes qui peuvent être intéressées par ce que je propose. Hmm. Donc, donc non, non, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait, je trouve, l'entrepreneuriat. Bien comme je disais que c'est pas facile et qu'il y a des périodes de doute, des périodes de remise en question et des moments où je me dis, ah, vas-y, j'ai envie de tout arrêter, je vais retourner salarié, ce sera beaucoup plus simple. Ce qui est faux, ce sera pas plus simple. Ou en tout cas, ce sera différent. Il y aura toujours de l'insimplicité, toujours la difficulté. Pas les mêmes, mais, mais non, je suis fier de ce choix. Hmm. C'est quoi c'est quoi pour toi le plus difficile quand on se lance et qu'on veut entreprendre dans le coaching? Euh, le plus difficile, ce serait vraiment de commencer à vendre, je dirais. De proposer un prix, un tarif. Parce que comme on travaille avec des humains, je pense qu'il y a une, alors, je sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais en tout cas pour moi au début ça a été ça. Bien que j'ai quand même vendu très rapidement après, enfin, très rapidement après avoir commencé. Mais je me suis dit comment je vais faire sachant que j'ai un humain en face de moi et que s'il n'y a pas le résultat qu'il veut, il va être déçu. Hmm. Tu vois, c'est vraiment cette Une notion peur de de décevoir, Ouais, toujours. exactement, on en revient à ça, la peur de décevoir. Comment comment être sûr de ne pas décevoir la personne que j'accompagne? Alors qu'en fait je peux pas être sûr de ne pas la décevoir. Hein. Quoi qu'on fasse dans la vie, on peut pas être sûr de pas décevoir quelqu'un. Quand on est en couple, on peut pas être sûr de pas décevoir la personne avec qui on est en couple. Tu vois, ah t'as pas étendu la machine, ah je suis déçu. Ah t'as pas fait à manger, ah je suis déçu. Non non, blague à part. Ouais, je pense que c'est ça vraiment le passer du cap de je coach gratuitement ou j'offre mes coachings à je commence à faire payer. Hmm. Ça, je pense que c'est c'est ce qui bloque, en tout cas de ce que je remarque, c'est ce qui bloque beaucoup de coachs. Tu as un ou deux conseils à donner à ces coachs? Et à celui que tu as été, du coup. Oui, ah, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire payer, j'ai fait payer très rapidement. En fait, le déclic, moi, qui a fait que j'ai fait payer, c'est qu'au début, j'offrais pour m'entraîner parce que je voulais aussi apporter de la valeur à d'autres personnes. Et je me suis dit, ah, je me sens pas assez compétent pour accompagner. Le déclic que j'ai eu, c'est quand deux personnes ont annulé des coachings au dernier moment la même journée. Ah oui, ok. Ouais, en fait, c'était des coachings offerts. J'avais, je crois, un coaching à 16 heures, un coaching à 17 heures. À 15h55, le premier annule, et à 16h55, le deuxième annule. Les deux dans la même journée au dernier moment, et je me suis dit, là, c'est bon, je fais payer. Je veux que les gens soient engagés avec moi. Donc l'engagement, la Ouais, notion d'engagement. ouais, complètement. Donc là, j'ai fait payer, tu vois, je faisais payer un prix, un petit prix, c'était 50 € pour 1 heure et demie de coaching. Mais j'avais passé ce cap de je vends. Et le conseil que je pourrais donner, c'est, ouais, il y en a même deux. J'avais fait cet exercice-là une fois, qu'on m'avait conseillé de faire, et que j'ai trouvé vraiment très pertinent. C'est note 100 choses qui te sont arrivées dans ta vie, comment tu les as transformées, et comment ces 100 choses ou ces 100 événements font que tu as une opportunité pour un client. Ça peut être plein de choses, hein, ça peut être sur énormément d'aspects. Moi, si je prends moi, par exemple, c'est être propriétaire à 25 ans. Bah, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'ai développé comme compétences? Aller à la banque, chercher un appartement, négocier le prix, euh, visiter, organiser les visites entre le pro, enfin, entre mon travail et le perso, euh, être trahi, bah, en quoi c'est une opportunité pour un client, bah, j'ai appris à être seul, j'ai appris à m'aimer seul, je me suis remis en question, enfin, et comment ça en fait fait que tu une opportunité pour un client? Déjà, je trouve que ça aide à ancrer que quand on pense ne pas avoir dépassé des événements, bah, en fait, si on les a dépassés, comment on les a dépassés, quelles forces, compétences on a développées, qui on a rencontré, enfin, il y a plein d'aspects. Et le deuxième, c'est si tu accompagnes quelqu'un, c'est que inconsciemment,
tu as une marche de plus que la personne que tu accompagnes. Un peu comme cette notion d'escalier. C'est-à-dire que c'est comme si la personne était au rez-de-chaussée et toi, tu avais la marche supplémentaire pour pouvoir l'accompagner. Pas dans le sens, la marche supplémentaire, je suis supérieur à toi, mais dans le sens, j'ai le recul suffisant et nécessaire pour t'apporter et te faire voir l'angle mort que tu vois pas jusqu'à maintenant. C'est vraiment les deux aspects qui, moi, m'ont vraiment aidé à me lancer, en fait. Ouais, merci pour ces conseils. Je trouve ça très, très pertinent, très réfléchi. Euh, Effectivement, c'est pas évident quand on se lance. Tu es passé par là et d'ailleurs en janvier tu as rejoint, enfin, tu m'as rejoint dans le bootcamp. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, tiens? Euh, le premier mot qui me vient, c'est humain. Une aventure humaine. Déjà avec toi, pour commencer. Qui m'a beaucoup soutenu dans des moments peu évidents. En général, je pleure rarement. Euh, et encore moins devant un homme. Euh, ouais, non, mais c'est la vérité. Toutes les personnes qui écouteront et qui me connaissent savent que je pleure difficilement, je pleure plus facilement devant une femme que devant un homme. Et je crois, de mémoire, je crois que tu es un des rares hommes devant qui j'ai osé pleurer. Tu as Ben, osé c'est montrer un honneur. autant de vulnérabilité. Euh, donc, ouais, je retiendrai humain. Et le deuxième mot qui vient, c'est co-construction. Avec toutes les personnes qui font partie du bootcamp. Euh, c'est vraiment des échanges humains, des échanges où on veut apporter à l'autre. On est profondément bienveillant, je trouve, dans les conseils ou dans les prises de recul qu'on a sur chacun les uns envers les autres. Et ouais, cette bienveillance entre tout le monde, je trouve ça incroyable. En tout cas, je me suis senti comme à la maison. Les charentaises, le petit thé au feu, La fusion, la fusion. ouais, l'infusion près du feu de cheminée. Là, tu vois, c'est ça. C'est que même si on est en visio, l'image que j'en retiens, c'est on est tous autour d'une table devant un feu de cheminée à discuter. Tu vois, le truc est hyper convivial. Ouais, et tu as beaucoup contribué à ça. Je te remercie. Je t'ai déjà fait ces remerciements. Et j'ai vraiment apprécié te voir évoluer dans ton rôle d'entrepreneur et de coach. Euh, Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Je sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler. Non, si, j'ai un avis dessus. Déjà, faut savoir que moi, j'ai très peu de réseaux sociaux. Euh, j'ai Facebook où je vais dessus, mais principalement pour faire des sorties dans la région où je suis, du côté de Perpignan, parce que c'est vrai que le fait d'être retourné chez mes parents, moi, j'ai besoin de me reconstituer un cercle social. Donc, je vais dessus principalement pour ça, parce que beaucoup de sorties fonctionnent via Facebook. Instagram, j'aime et je vais très peu dessus, d'où le fait que je disais tout à l'heure que j'aimerais bien le développer, mais plus pour le côté pro. J'ai LinkedIn pour le côté pro. Sinon, après, en réseaux sociaux, j'ai pas Snapchat, j'ai pas TikTok, j'ai pas Twitter. Je trouve que les réseaux sociaux peuvent être une bonne chose euh, pour montrer, pour développer son activité, ça peut être une bonne idée. Et encore, je trouve que c'est un peu la course à celui qui fera toujours plus, en fait. Que c'est calculé, que c'est monté, et que si t'es pas, je vais dire un terme, mais je sais pas comment le dire autrement, pardon, mais si t'es pas câblé, pas dans le sens mal câblé, mais dans le sens, dans la compréhension de tout le système, comment ça fonctionne, tu peux vite tomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, la comparaison. Ah, lui, il fait il parle de telle manière, c'est bien. Ah, lui, il fait telle chose, c'est mieux. Et te dire, bah, en fait, moi, ce que je propose, c'est bien, et te faire arrêter. Et, et c'est un peu la course, je trouve que c'est une course effrénée, en fait. À celui qui fera toujours plus, celui qui fera toujours mieux. Euh, Il y a des aspects positifs quand on voit certaines œuvres enfin, certaines ONG qui œuvrent et qui montrent comment ça fonctionne de l'intérieur pour différents aspects, que ce soit l'écologie, la nature, les animaux, aider d'autres personnes dans le besoin, ça je trouve ça très bien. Après, pour moi, il y a un côté dérive où des fois on voit aux infos, ah, le nouveau challenge TikTok qui met en danger la santé des jeunes. Ça, pour moi, c'est le côté dérive des réseaux sociaux. Donc c'est toujours la course à celui qui fera, on l'a pas pour l'aspect business, mais pour l'aspect plus perso,
qui fera toujours plus, qui se montrera plus, qui fera le plus gros buzz, qui fera le plus de réactions. C'est chiant, quoi. Mhm. Je trouve que ça perd le côté spontané, ça perd le côté humain. Euh, Il y a il y a autre chose aussi, c'est le harcèlement qu'il peut y avoir sur ces réseaux. Je disais que j'avais pas Twitter, je l'ai eu pendant longtemps, et en fait j'ai désinstallé l'application parce que c'est un ramassis de caniveaux. Pardon. Et encore, je suis poli, je voulais dire un autre mot, mais je me dis non, podcast et tout, parle bien, faut que tu sois bien vu. Non, non. C'est un ramassis de caniveaux, de jugements, de sexisme, d'homophobie, de racisme, de tout ce qu'on peut imaginer. Si vous n'êtes pas sur Twitter, un conseil, Il y n'y allait allez pas. jamais. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de ce ramassis? Ouf. Ça montre à quel point, quand t'es quand t'es derrière un écran, la nature humaine peut être d'une violence inouïe, mais inouïe. J'ai vu des propos et j'ai vu des termes. Heureusement que je suis assez stable dans ma tête et que j'ai pas des envies enfin, que je suis pas dépressif ou suicidaire ou des troubles ou quoi que ce soit, parce que ça peut être très dangereux. Mais vraiment, j'ai vu des gens s'insulter avec des insultes que je connaissais pas. J'ai vu j'ai vu des personnes poster comme on peut poster sur les réseaux sociaux, raconter quelque chose et, et se faire insulter, mais d'une manière, j'aurais pas pensé que l'humain pouvait être aussi méchant en fait. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça me fait dire que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, clairement. Et, euh, et ça, c'était un sujet qui revient dans le Bootcamp, où on disait, ah, je sais pas comment publier, je sais pas comment ça résonne, je sais pas comment les gens vont le prendre. En soi, publie, en fait, simplement, et tu verras comment ça résonne. Et encore, LinkedIn, je trouve que c'est un réseau social plutôt très bienveillant, pour le coup. Mhm. Mhm. De tous les réseaux sociaux, déjà parce que c'est pro, et que tout le monde n'est pas dessus. Même, enfin, il y a quand même beaucoup de personnes dessus, mais je le trouve plutôt très bienveillant par rapport à d'autres. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup ton approche, la vision et la perception que tu as de tout ça. Et c'est marrant parce que ce week-end, enfin pas ce week-end, mais la semaine dernière, j'étais en camp de base là en montagne et puis il y avait un jeune coach enfin il y avait des coachs parmi les participants, dont un, et qui parlait de ça justement, de la comparaison, la difficulté de rester soi, de ne pas tomber dans le cycle infernal des chiffres, des stats, des données, juste pour nourrir l'ego plus qu'autre chose. Mm. Et bon, peut-être que c'est un passage obligé, il faut passer par là pour s'en détacher, mais c'est important de s'en préserver parce que c'est pas la vraie vie. Et tu l'as Ouais, très bien résumé. Et ouais, que la c'est vraie ça, vie, c'est les gens sont dehors, c'est le contact, c'est le lien, c'est ça la vraie vie, quoi. c'est ça la vraie vie. Et j'aimerais rajouter quelque chose pour les personnes qui sont dans le coaching comme toi et moi et comme d'autres que je connais. Ce qui compte, c'est pas les interactions ou le like que font les posts. Pendant très longtemps, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'étais attaché à ça, où je me disais ah, mon post, il a pas fait de like, il a pas fait d'interaction, ce que je publie, c'est naze, ouais, je vais arrêter. En fait, non, c'est une vision plus globale et plus large, je pense, qu'il est intéressant d'avoir. C'est si mon post inspire ne serait-ce qu'au moins une personne, j'ai réussi mon travail, en fait. C'est que mon post a eu de la résonance chez quelqu'un. Et souvent, cette personne, on la voit pas, parce qu'elle parle pas, parce que c'est une communauté silencieuse. Et, euh, et c'est souvent les communautés silencieuses qu'on inspire le plus finalement, par nos posts, parce qu'on partage, par ce qu'on dit. Oui, mais merci pour ce rappel. Et c'est ok s'il n'y a pas de like, on s'en fout. On s'en fout de tous ceux qui font des likes et qui sont contents de le faire, tant mieux pour eux. Mais c'est ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et tu vois, cette course au like, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les autres réseaux sociaux, la course au buzz. Celui qui fera le plus de likes, ce sera celui qui sera le plus montré, et ça vient toucher l'ego de ah, si je fais ça, je suis reconnu. Je suis reconnu et je suis aimé de la part d'autres personnes, alors que c'est juste éphémère. Il y a d'autres relations qui sont bien plus importantes que des relations éphémères, qu'une course au like, qu'une course aux commentaires, ou. Enfin voilà. C'est. On est. Et là, je vais parler, ça va être un peu spirituel ce que je veux dire, mais à l'échelle de l'univers, on n'est qu'une fourmi, finalement.
Et à l'échelle de la vie de la Terre, on n'est que poussière. Donc pourquoi se prendre la tête? Je dis ça alors je me prends la tête quand même, mais Alors, l'univers, c'est vrai que tu te prends la tête, Stéphane. Merde, vas-y maintenant, là. Va prendre le van et va, et va fonce. incarner ce que tu veux faire pour les autres. Et fonce. Euh, oui. Oui, 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 non, mais c'est sûr, c'est sûr. Stéphane, je te pose des questions comme ça rapides. Enfin, rapides. Oui, rapide, peu importe. Quand tu vas pas bien, t'écoutes quoi comme musique, toi? Ah, ça peut être très large. Je peux écouter aussi bien du Rammstein que du Ludovico Einaudi. Tu vois, c'est vraiment deux opposés. Ça va dépendre. Je peux très bien écouter quelqu'un qui va faire Ludovico Einaudi qui fait du piano et ses musiques sont magnifiques, comme du Rammstein où c'est beaucoup plus hard, du coup, ça peut crier dans le micro. C'est vraiment deux extrêmes, mais c'est deux extrêmes qui me vont bien quand je suis pas bien. Ça va vraiment dépendre de mon mood du moment. J'ai pas de, j'ai pas de musique préférée quand je vais pas bien, tu vois, c'est vraiment aléatoire. Oui, c'est très aléatoire, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Euh, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré, Stéphane? Euh, le week-end dont je te parlais tout à l'heure, début octobre, enfin, il y a le week-end du 4-5 octobre. Avec ce week-end étudiant, avec les autres étudiants de l'école, où là, en un week-end, j'ai pratiquement pleuré, autant pleuré qu'en 33 ans de vie. Ouais, j'exagère un peu quand même, enfin, j'exagère un peu, mais non, j'ai énormément pleuré. Qu'est-ce que t'as libéré? Je sais pas, c'était tellement inconscient. Euh, Bah, déjà, par rapport au choix que j'avais fait, qui restera personnel, euh, par rapport au choix que j'ai, quoi, personnel, j'ai décidé de clôturer une relation qui me convenait plus. Voilà, c'est moi qui ai fait le choix de clôturer. Donc j'ai envoyé un message à la personne en disant que la relation telle qu'elle était ne me convenait plus et que j'ai décidé d'arrêter. Ce choix-là était difficile parce que j'étais très attaché à cette personne. Euh, et clôturer une relation, c'est pas simple parce que je pars de ce principe-là, peut-être une croyance, mais quand on clôture une relation amicale ou amoureuse, c'est souvent la personne qui clôture qui a, entre guillemets, le mauvais rôle. Parce qu'on arrête et machin. Mais par rapport à qui je suis et ce que je veux être, et qui je veux être, j'ai préféré arrêter. Donc ça, pour ça, j'ai pleuré. Et après, il y a quelque chose. J'ai fait du breathwork. Ah, expérience incroyable. Euh, pour les personnes qui n'en ont jamais fait, enfin qui n'en ont jamais fait, pardon, et qui sont pour les personnes curieuses, je vous invite à essayer de le faire au moins une fois, mais dans un cercle de confiance avec une personne que vous connaissez, parce que c'est assez transformateur. Ça a duré 1h40, et je crois que sur les 1h40, j'ai dû pleurer 1h15, 1h20. Ah ouais, mais non-stop, c'était des flots continus de larmes. Et je sais pas ce qui s'est libéré. C'était totalement inconscient. Je sais qu'il y a des choses qui se sont libérées, mais quoi, je ne saurais pas te dire. Ok, intéressant. Ah Breathwork. ouais, ah ouais, franchement, c'est des exercices de respiration qui permettent de lâcher le mental. Moi qui suis très dans le mental, au début, ça a été difficile. Et puis j'entendais au fur et à mesure, on était 35, je crois, dans la pièce, euh, une énergie incroyable. Et au fur et à mesure, j'entendais les personnes qui se lâchaient. Et au fur et à mesure où j'entendais les personnes qui se lâchaient, moi, mon mental a lâché. Et là, je me suis mis à me lâcher aussi. Et voilà. Après, voilà. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'aimerais refaire et à laquelle j'aimerais me former pour proposer ça aussi. Carrément. Carrément intéressant. Mm. Euh, si puisque tu es né l'année de Disneyland, si Ouais. t'étais un personnage de Disney, tu serais quoi? Qui? Ah, c'est une bonne question, je les connais pas. Enfin, je connais les principaux, mais. Je les Ah, connais quoi que pas. si. Non, si, dans les personnages de Disney, je peux les chercher dans d'autres personnages. Euh, Ah, bah, ça a été racheté par Disney, donc du coup, c'est cool. Je serais Spider-Man. Ah ouais, ça devait bien. Ouais, 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 ouais. Je vois le lien. Ok. Spider-Man, tu vois, celui qui va aider les plus démunis, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, si je vais dans mon camion, bah, je me balade et j'offre les coachings, tu vois, pour aider les gens. Et, bah, tu vois, Spider-Man, il y a ce côté-là, ce côté dévouement, j'aide les gens sans rien demander en retour. Euh, il y a ce côté émerveillement, tu vois, il se balance sur l'étoile dans New York, il voit des paysages de ouf. Bah, moi, tu vois, avec le camion, je serais le Spider-Man du van. Tu vois, je me balade dans mon camion, mais j'ai pas l'étoile.
Non, mais tu es ta propre étoile en un seul mot. Exactement. Oh, c'est joli ça. C'est toi qui m'as tendu la perche sans le savoir. Euh, C'est lundi matin, on y va, c'est poésie. Perche bien prise en tout cas. Franchement, elle est belle celle-ci. Écoute Stéphane, merci beaucoup. Pour moi, tu seras le Peter Pan si tu étais un personnage de Disney. Oh, Euh, j'aime bien aussi. je trouve que ça te définit bien ce côté adulte qui veut retrouver sa part d'enfance en lui et faire rêver les autres pour s'émerveiller toujours plus haut, toujours plus près de son étoile, justement. C'est toujours un plaisir et un bonheur d'échanger avec toi, de découvrir ton monde intérieur, de voir ton humanité, de voir que tu es un homme qui pleure devant un homme, de voir que tu testes, tu tentes et que tu as toujours cette nuance et cette volonté de comprendre les choses sans les juger. Et j'apprécie énormément qui tu es et ce que tu fais. Donc, grand merci d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance avec le Boost Camp. Grand merci évidemment pour ce passage dans le podcast. Je te laisse le mot de la fin, Stéphane. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi pour le Boost Camp. Merci à toi pour ton humanité, ta gentillesse, ta bienveillance, tout ce que tu m'as apporté. Je serais pas le même homme sans toi. Oui. Le mot de la fin. Soyez juste vous-même. Kiffez votre vie, soyez vous-même. Les problèmes d'aujourd'hui seront peut-être des bons souvenirs, les bons souvenirs de demain. Dites-vous que c'est peut-être difficile à entendre pour certaines personnes qui peuvent vivre dans de grosses difficultés, mais je vois la vie comme un jeu. Vraiment comme un jeu, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais le jeu est important pour moi, le jeu vidéo, j'adore ça. Et c'est vrai que je vois chaque jour comme une montée de niveau, en fait. Chaque jour, tu acquiers une nouvelle compétence, tu gagnes en grade, tu découvres une nouvelle partie de la carte, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est vraiment prendre la vie comme un jeu. Malgré, comme je dis, le fait qu'il y ait des personnes qui vivent dans de grosses difficultés avec peu importe ce que c'est. Essayer de voir ça sur du long terme et pas juste sur du court terme, en fait. Voir ce que 80 ou 90 ans de vie peuvent nous apporter. Donc c'est vraiment ça. Kiffez votre vie. Amusez-vous, profitez. Et les relations qui ne vous plaisent plus, arrêtez-les. Même si c'est difficile, arrêtez-les. Ça paraît simple comme ça, je sais que ça l'est pas forcément. Je suis le premier concerné par ça. Que les relations difficiles sont pas simples à arrêter. Mais ouais, c'est vraiment amusez-vous en fait. Et profitez des personnes que vous aimez tant qu'elles sont encore là. Parce que j'avais vu une étude, c'était qu'à partir de 20 ou 25 ans, quand on quitte le foyer familial, on voit ses parents qu'une fois par an jusqu'à ce qu'ils décèdent. Donc ça fait en gros comme si on les voyait entre 60 fois, quoi. Ouais, même pas si. Même pas, oui, non, bah non. Si on part à 40 ans et qu'on les voit une fois par an, c'est comme si on les voyait 40 jours jusqu'à la fin de notre vie. Ouais, si tant est qu'ils aillent jusqu'à 100 ans et plus. Ouais, Très c'est juste. ça. Donc, tu vois, quand tu remets en perspective, ça fait pas beaucoup, 40 jours sur une vie, quand tu as 25 ans ou 20 ans. Donc, c'est pour ça, profitez des gens que vous aimez tant qu'ils sont encore là. Merci beaucoup. Quelle conclusion. T'as tout dit. Je rebondirai pas parce que tu as absolument tout dit et que je partage à 1000% tout ce que tu dis. Donc, un grand merci. Vous retrouverez Stéphane Rault, R-A-U-L-T, sur LinkedIn très facilement. Vous l'écouterez très prochainement dans son podcast parce qu'il se lance dans le podcast. Et j'ai hâte d'avoir ce premier épisode que tu fais avec Thomas, Ouais. que je connais bien également. Et puis bientôt, vous le verrez barouder à travers la France avec son van et vous pourrez avoir un coaching avec Stéphane, le coaching nomade, parce que je suis sûr qu'il le fera, parce que s'il le fait pas, je lui mettrai un coup de pied aux fesses pour qu'il le fasse. Merci Stéphane, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.